14 novembre 1975, 3h17 du matin, immeuble Khrouchtchevka numéro 47, quartier de Taganka à Moscou. L'air est lourd d'un froid humide qui s'infiltre par les fissures des murs en béton préfabriqué, et dans le silence oppressant du palier du 4e étage, un tic-tac distant de l'horloge murale du voisin perce comme un reproche incessant, tandis que la lumière jaunâtre de l'ampoule nue au plafond bourdonne faiblement, projetant des ombres elongated qui dansent sur le papier peint jauni et pelucheux, comme si les murs eux-mêmes respiraient une vigilance éternelle. Ivan Petrovitch Sokolov, 42 ans, cadre intermédiaire au ministère des Affaires étrangères, est assis à la table de la cuisine, une cigarette par liamment entre les lèvres, une rareté obtenue par un contact douteux au marché noir, la fumée s'élevant en volute paresseuse vers le plafond bas, où une tache d'humidité s'étend comme une carte de surveillance invisible. Ses doigts tremblent légèrement en tenant le combiné téléphonique noir, bakélite froide contre sa paume moite. La ligne est muette depuis 10 minutes, mais il sait qu'on écoute, toujours, les écoutes du KGB filtrant chaque souffle, chaque hésitation, transformant le silence en accusation. Sa femme, Natalia, dort dans la chambre adjacente, ou du moins feint-elle, son corps recroquevillé sous les couvertures usées, les yeux mi-clos guettant les craquements du plancher, car depuis 3 semaines, les bruits nocturnes se sont multipliés. Pas feutré dans l'escalier, porte qui claque sans raison au milieu de la nuit, et cette voiture Volga noire garée en permanence sous leurs fenêtres, phares éteints, mais moteur ronronnant par intermittence, comme un prédateur patient. Vous sentez cela, n'est-ce pas, cette pression sur la poitrine, quand la nuit refuse de céder, quand chaque ombre dans le couloir semble porter un uniforme invisible du Comité pour la sécurité d'État. Ivan repose le combiné avec une lenteur calculée, son cœur battant au rythme d'un télégraphe morse codé, se demandant si ce coup de fil anonyme, une voix déformée murmurant « Fuyez, ils savent pour ton frère » était un avertissement ou un piège tendu par la 2e direction principale du KGB, ces maîtres de la désinformation qui sèment la paranoïa comme on dépose un microfilm dans un hollow tree lors d'un dead drop. Son frère, Dimitri, avait disparu 2 ans plus tôt à Leningrad, officiellement réaffecté en Sibérie pour motif de santé. Mais les rumeurs persistaient. Contact avec un diplomate américain lors d'une conférence sur le désarmement. Un échange banal de cigarettes qui avait dégénéré en transmission d'un document anodin, une liste de noms de dissidents. Ivan n'avait rien su, rien demandé. Mais le sang lit et le KGB ne tolère pas les liens familiaux suspects. Il les sectionne, les efface, comme on rature une ligne sur un rapport classifié. Dehors, la neige commence à tomber en flocons épars, collant aux vitres embuées, et au loin, le hurlement d'un tramway déchire la nuit, rappelant que Moscou ne dort jamais vraiment, ses artères veinées par des informateurs omniprésents. Des voisins aux yeux froids qui notent chaque visite, chaque colis inattendu. Le lendemain matin, 14 novembre, 7h45, la cuisine est envahie par l'odeur âcre du thé noir bouilli et du pain rassis. Natalia verse le samovar avec des gestes mécaniques, ses yeux cernés scrutant Ivan par-dessus la vapeur, cherchant dans son silence les fissures d'une trahison involontaire. Leur fils aîné, Alexei, 16 ans, avale son catcha sans un mot, son cartable usé posé près de la porte comme un bouclier dérisoire contre le monde extérieur, où les miliciens patrouillent les cours d'école, interrogeant les adolescents sur les éléments hostiles. La petite Maria, 8 ans, joue distraitement avec une poupée de chiffon, fredonnant une comptine sur Lénine, mais ses yeux se posent trop souvent sur la fenêtre, où la Volga noire est toujours là, essuie-glace immobile sous la neige fine. Ivan enfile son pardessus gris, usé au coude, et embrasse machinalement sa famille, murmurant « À ce soir ». Mais les mots sonnent faux.
lourd d'un pressentiment qui colle à la gorge comme la fumée de sa dernière cigarette, consumée jusqu'au filtre dans le cendrier débordant. En descendant l'escalier, chaque marche craque sous ses pas, amplifiée dans le silence matinal, et il imagine les micros cachés dans les gaines électriques, captant le rythme de sa respiration accélérée. Au rez-de-chaussée, la concierge, une femme trapue aux cheveux teints en roux, balaie le hall d'un air absent, mais ses yeux le transpercent, notant l'heure exacte, la pâleur de son visage, pour le rapport hebdomadaire qu'elle dépose à la boîte aux lettres du KGB du quartier. Au ministère, 3e étage, bureau exigu aux murs tapissés de dossiers jaunis, Ivan s'assoit devant sa machine à écrire Erika, le clavier résonnant comme des coups de feu étouffés dans le couloir désert. Les néons fluorescents bourdonnent au-dessus de sa tête, projetant une lumière froide sur les piles de télégrammes codés en provenance de Washington et de Bonn, où la CIA et le BND ourdissent leurs intrigues contre le pacte de Varsovie. Il tape un mémo anodin sur les exportations de gaz vers l'Europe de l'Ouest. Mais ses pensées dérivent vers ce dead drop qu'il n'a jamais utilisé. Un banc dans le parc Gorky, indiqué par une lettre anonyme glissée sous sa porte il y a un mois, contenant un microfilm sur les purges internes au Politburo. Paranoïa? Provocation? Il hésite, allume une autre cigarette, la cendre tombant en flocons sur le clavier, tandis que le téléphone sonne enfin, un double timbre, code pour urgence. Mais quand il décroche, ce n'est que le silence, suivi d'un déclic distant, le bruit caractéristique d'une connexion wiretappée par les techniciens du centre de Yasenevo. L'après-midi s'étire en une éternité de routine. Réunion où les regards se croisent sans se rencontrer. Pause thé où les collègues murmurent sur les arrestations récentes à Kiev. Une famille entière de juifs soupçonnés de sionisme, disparus sans trace, leurs appartements vidés par des hommes en civil au petit matin. De retour à la maison, 18h32, le crépuscule précoce de novembre enveloppe l'immeuble d'un voile gris, et Natalia prépare le bortsch dans la cuisine étroite, le couteau tranchant les betteraves avec une précision nerveuse, ses mains tachées de jus rouge évoquant du sang versé en secret. Alexei rentre de l'école, son écharpe couverte de neige, et chuchote à sa mère. Des types en manteau noir ont posé des questions sur papa à la sortie. Le silence qui suit est palpable, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge et le grésillement de la radio d'État diffusant des nouvelles triomphantes sur les succès agricoles au Kazakhstan. Maria dessine à la table, ses crayons traçant des silhouettes floues de voitures et d'hommes sans visage, comme si son innocence pressentait déjà l'ombre qui s'étend. Ivan arrive à 19h15, plus pâle encore, portant un journal Pravda froissé qui titre sur la vigilance contre les espions impérialistes. Le dîner se déroule en murmures, fourchettes raclant les assiettes en porcelaine ébréchée, regards fuyant vers les fenêtres où les rideaux tirés ne masquent pas le ronronnement persistant de la Volga. Après le repas, Ivan sort fumer sur le balcon étroit, le vent mordant fouettant son visage, et il scrute la cour en contrebas. Des silhouettes sombres traversent le faisceau d'un réverbère, pas synchronisés comme des agents en filature, et un chat errant miaule pitoyablement, son cri amplifié dans la nuit comme un signal d'alarme ignoré. La nuit avance, implacable. À 22h47, le téléphone sonne à nouveau. 3 sonneries espacées, code pour danger imminent. Mais quand Ivan répond, une voix masculine, rauque et familière. Est-ce un collègue du ministère? Un officier de la Stasi en poste à Moscou? Lâche seulement. La lignée s'arrête ce soir. Le combiné retombe et le silence retombe plus lourd, chargé d'une électricité statique palpable. Natalia, réveillée par le bruit, s'assoit sur le bord du lit, ses mains serrant le crucifix orthodoxe caché sous son oreiller, murmure une prière interdite dans cette union athée, tandis qu'Alexei feint le sommeil dans sa chambre,
l'oreille collée au mur fin, captant les moindres craquements. Minuit approche, et le temps s'étire en une agonie. Ivan arpente la cuisine, cigarette après cigarette, le filtre mâchonné jusqu'au sang, imaginant les dead drops non utilisés, les safe houses oubliés à travers la ville, un café sur la place Rouge, une cabine téléphonique près de la gare de Biélorussie. À 1h23, un bruit dans l'escalier. Pas lourd, étouffé par des semelles en caoutchouc, montant lentement, méthodiquement, comme une équipe d'intervention du Spetsnaz du KGB, entraînée aux arrestations silencieuses. Natalia se redresse, souffle à Ivan. Les enfants. Mais il pose un doigt sur ses lèvres, le cœur cognant si fort qu'il craint que les micros ne l'enregistrent pas. « Vous êtes là, n'est-ce pas ?» Le souffle suspendu, comptant les marches, une par une, 17 jusqu'au 4e étage, et maintenant le silence, un arrêt sur le palier, une respiration collective filtrant sous la porte. À 2h11, 3 coups secs, autoritaires, ébranlent le battant de bois bon marché. Ivan hésite, seconde s'allongeant en minutes d'un enfer intérieur, sachant que ne pas répondre condamne autant qu'ouvrir. Il tourne la poignée, et 3 hommes en pardessus sombre entrent sans un mot, masque de neutralité professionnelle, l'un tenant un mandat falsifié, ordre du procureur général, un autre scannant la pièce d'un regard qui enregistre chaque détail. La machine à écrire sur l'étagère, les journaux étrangers cachés sous le lit, le crucifix de Natalia. Pas de cris, pas de violence. Il murmure seulement. « Vous venez avec nous, tous !» Alexei est tiré de son lit, les yeux écarquillés de terreur muette. Maria sanglote en silence, agrippée à sa poupée. Natalia lance un regard désespéré vers la fenêtre, mais les rideaux masquent la cour vide, la Volga allumant ses phares au loin. Ils sont emmenés un à un, menottes invisibles de la peur, dans l'escalier qui semble s'allonger infiniment, chaque marche un adieu à la vie ordinaire. La concierge hochant la tête en approbation muette depuis son guichet. À 3h17 précise, l'immeuble retrouve son silence, seulement troublé par le bourdonnement de l'ampoule du palier et le tic-tac de l'horloge. La porte de l'appartement 4B reste entr'ouverte, béante sur le vide, thé tiède abandonné sur la table, cigarette éteinte dans le cendrier. Au matin du 15 novembre, les voisins remarquent l'absence. Pas de bruit de samovar, pas d'enfants courant dans l'escalier, seulement un courant d'air froid filtrant de l'appartement ouvert. La concierge monte, jette un œil, puis descend téléphoner, non pas à la milice, mais à son officier traitant du KGB, rapportant « Sokolov et sa lignée, effacés ». Le ministère note une absence injustifiée, un dossier marqué « affectation spéciale », scellé par le sceau rouge du comité. Les semaines passent, et la paranoïa s'étend comme une tache d'humidité. Les collègues d'Ivan évitent son bureau vide, jetant des regards vers les fenêtres. Natalia n'existe plus dans les registres. Alexei et Maria rayés des écoles comme des erreurs typographiques. À Yasenevo, dans une salle d'interrogatoire aux murs capitonnés, Ivan est assis sous un néon clignotant, heure se fondant en jour. Le silence rompu seulement par des questions monotones. Qui était ton contact CIA? Le microfilm du parc Gorky. Il nie, sue, craque imperceptiblement, tandis que sa famille, séparée dans des cellules adjacentes, entend ses murmures à travers les murs, la culpabilité rongeant comme de l'acide. Les mois s'écoulent en un lent unraveling, rumeurs chuchotées dans les queues du supermarché, où les mémères commentent « une nuit, pouf, parti comme ça, comme les Mendel à Kiev l'an dernier ». Un collègue d'Ivan reçoit un appel anonyme, sa propre Volga apparaissant sous ses fenêtres, instillant la peur contagieuse. L'appartement 4B est réattribué à une famille loyale. Meubles disparus. Murs repeints en blanc impersonnel. Mais les taches d'humidité persistent, témoins muets. À l'ouest, un rapport CIA circule. Liquidation KGB d'une famille entière à Moscou.
Tradecraft impeccable, zéro fuite. À Londres, MI6 note le pattern, lignées effacées pour décourager les défections potentielles. Mais à Taganka, la vie reprend, ou fin de reprendre. La concierge balaie plus vigoureusement, les enfants jouent sans regarder les fenêtres, et la Volga noire rôde encore, phare dans la nuit, attendant la prochaine lignée à effacer. Le tic-tac continue, inexorable, dans le silence surveillé d'un immeuble qui n'oublie jamais. Pourtant, la pression psychologique ne s'arrête pas à cette nuit fatidique. Elle imprègne les routines survivantes, comme chez Piotr, le voisin du troisième, qui chaque matin scrute son courrier, craignant une lettre anonyme similaire, ses nuits hantées par des rêves où des pas montent les escaliers vers son palier. Il allume la radio plus fort, volume couvrant les craquements, mais le grésillement statique porte les voix fantômes des disparus, murmures de codes non déchiffrés. Au travail, les bureaux du ministère bruissent de typewriters cliquetant à des heures indues. Rapports sur vigilance accrue, tapés sous les néons qui bourdonnent comme des guêpes enragées, et les pauses cigarettes dans les couloirs deviennent des confessions tacites. Sokolov? Trop curieux avec les téléx américains. Sa femme avait un cousin en Israël. Piotr hoche la tête, filtre de sa Bellomore-Canal consumée jusqu'aux lèvres gercées, imaginant les interrogatoires. Ivan sous les projecteurs, sueur coulant en ruisseau, brisant sous la répétition infinie des questions, nomme ton handler. Tandis que Natalia, dans une cellule voisine, entend les sanglots de Maria amplifiés par les murs nus, sa propre résolution fondant en un désespoir liquide. L'hiver 1976 s'installe. Neige épaisse étouffant les sons de la cour. Mais la surveillance persiste. Des ombres dans les entrées d'immeubles, des ladas banalisés stationnant au coin de rue, antennes radio discrètes, captant les conversations des concierges. Une nouvelle rumeur circule. La famille Sokolov aurait été déportée en camp de la Kolyma, lignée entière pour éviter les vengeances familiales, mais personne n'ose vérifier. Les archives sont scellées, effacées par des bureaucrates aux visages anonymes, tampons rouges claquant comme des sentences de mort. Piotr reçoit un colis inattendu. Un livre sur l'espionnage occidental, page creusée pour un microfilm vierge, provocation pour tester sa loyauté, et il le brûle dans l'évier. Flamme bleue léchant le métal, fumée âcre envahissant la cuisine, tandis qu'il tousse, paranoïa le poussant à démonter les prises électriques, cherchant les micros planqués. Les nuits s'allongent, insomnies où le tic-tac de l'horloge devient un compte à rebours, et dehors, le vent hurle comme les sirènes anti-aériennes oubliées de la guerre. Au printemps, un dégel trompeur fait fondre la neige, révélant des traces oubliées dans la cour. Un bouton de pardessus gris, peut-être celui d'Ivan, mais la milice l'emporte sans un mot, et la concierge note l'incident dans son cahier. Les enfants du quartier, comme le fils de Piotr, cessent de jouer tard le soir, rentrant avant le crépuscule, leurs rires étouffés par la peur des hommes en noir. À Yasenevo, les officiers de la deuxième direction revoient les bandes wiretappées. Voix d'Ivan hésitant sur le téléphone. Respiration de Natalia accélérée. Pleurs de Maria comme preuves irréfutables de culpabilité par association. Le dossier est classé, résolu. Mais les conséquences rampent. Un collègue d'Alexei à l'école est interrogé. Sa famille placée sous surveillance. Chaîne de paranoïa s'étendant comme des racines dans le béton soviétique. Piotr, usé, rédige un serment de loyauté volontaire. Le glisse dans une boîte aux lettres anonymes, geste qui ne soulage pas, seulement approfondit le vide. Des années plus tard, en 1982, lors de la perestroïka naissante, un dissident libéré parle en samizdat d'une « nuit des Sokolov », lignée effacée pour un microfilm banal, mais les mots sont chuchotés dans les caves. Radio à ondes courtes grésillant de statique occidentale, confirmant l'opération. KGB, opération fantôme familiale.
Tradecraft mêlant désinformation et liquidation chirurgicale. À Taganka, l'immeuble 47 tient toujours. Ampoules bourdonnant, escalier craquant sous des pas anonymes, et la Volga a cédé la place à une Lada, mais le regard des concierges reste le même, vigilant, éternel. Le silence de cette nuit de novembre 1975 résonne encore, dans chaque pause avant de décrocher un téléphone, chaque cigarette consumée jusqu'au filtre, rappelle que dans l'ombre de la guerre froide, une famille entière peut s'évaporer sans explication, laissant seulement l'écho d'un tic-tac implacable. Mais le tic-tac ne s'arrête pas. En 1991, quand les statues de Lénine vacillent et que les drapeaux rouges s'effilochent au vent de la liberté promise, un dossier jauni refait surface dans les archives du FSB, successeur pâle du KGB. Le nom Sokolov, rayé d'un trait administratif, porte la signature d'un colonel oublié. Liquidation préventive, risque de contagion idéologique. Natalia, miraculeusement rescapée par un faux passeport cousu dans l'ourlet de sa robe, vit désormais à Vilnius sous le nom d'Anna Petrova, vendant des cigarettes contrabandées au marché noir balte. Ses nuits sont hantées par le grincement des pneus sur la neige, et elle évite les cabines téléphoniques, préférant les murmures aux lignes fixes. À Moscou, Piotr, promu par la bureaucratie post-soviétique pour sa loyauté exemplaire, arpente les couloirs du nouveau ministère, un verre de vodka à la main lors des toasts officiels. Mais ses yeux glissent sur les visages, cherchant Ivan dans chaque ombre, et il collectionne en secret des cassettes VHS piratées de Voice of America, volume au minimum, comme un exorcisme raté. Le fils d'Alexei, autrefois ce gamin aux rires étouffés, est devenu un journaliste au nez fouineur pour la Gazeta, déterrant les nuits des disparus dans des articles censurés à la dernière ligne. Une photo granuleuse d'Ivan surgit dans un tabloïd. Barbe hirsute, regard fixe, prise lors d'un interrogatoire à Lefortovo, confirmant les rumeurs de goulag sibérien. Colima peut-être, où les eaux blanchissent sous les Perpetual Winters. La concierge de l'immeuble 47, veuve édentée, feuillette son cahier jauni devant un samovar bouillonnant, relisant ses notes. 3h17, Volga noire, 4 hommes, Sokolov emmené. Elle sourit à demi, dentier cliquetant, car sa pension inclut désormais une prime pour vigilance citoyenne. Dehors, les néons de McDonald's clignotent sur l'Arbat, chassant les ampoules nues, mais les ladas rouillés stationnent encore aux angles des rues, phares éteints, observants. Et dans les caves de Yasenevo, un analyste aux écrans plats trie les wiretaps numériques. Une voix essoufflée, appel d'un portable jetable. « Papa, c'est Maria !» Avant que la ligne ne coupe net, écho d'un autre novembre, d'une autre purge masquée sous les pixels de la surveillance éternelle. Le vent hurle toujours, sirènes modernes des ambulances et des sirènes policières se mêlant au cœur des klaxons. Rappelle que l'ombre de la guerre froide n'a pas fondu avec le dégel. Elle s'est seulement numérisée, invisible, infinie. Tic-tac. À Vladivostok, sous un ciel de plomb, où les cargos chinois déchargent leurs conteneurs rouillés comme des cercueils anonymes, Katia, ancienne danseuse du Bolchoï, recyclée en serveuse de karaoké, essuie les verres tachés de saké frelaté. Ses doigts tremblent encore du balai des menottes. Souvenir d'une nuit où des officiers en civil l'ont palpé dans une arrière-salle, cherchant le micro caché dans sa jarretière. « Ivan » murmure-t-elle à un client saoul, un pêcheur au tatouage de Zex effacé par le sel. Il secoue la tête, crache une noix de tabac. Colima l'a bouffé, comme mon frère. Dehors, les vagues du Pacifique claquent contre les quais gelés, charriant des icebergs noirs qui flottent comme des icebergs de données effacées, FSB ou SVR. Peu importe. Les acronymes se succèdent. Les disparus aussi. À Saint-Pétersbourg, le fils de Piotr,
Hacker prodige aux lunettes cerclées de néon, pirate les flux de télégrammes depuis un grenier surplombant la Neva. Ses écrans cascadent de logs. Appel intercepté. Maria Petrova. Coordonnées GPS 55. 755 58 degrés N 37. 673 degrés N. Moscou centre. Statut. Compromis. Il zoome sur une carte pixelisée. Un point rouge clignotant près de la Loubianka, là où les sous-sols résonnent encore des confessions arrachées. Une notification pop. Alerte OLTP. Old KGB Tapes Protocol. Fichier Ivan Sokolov 92 MP3. Il clique et une voix rauque crachote. Ils viennent pour nous tous. Dis à Maria. Coupure nette, suivie d'un bourdonnement de magnéto usé. Le hacker sourit, lèvres pincées, uploadant le ripage sur le dark web sous pseudonyme Fantôme de Yuri. Dans les steppes du Kazakhstan, chez les nomades recyclés en mineurs d'uranium, un camion Mercedes immatriculé à Dubaï soulève la poussière ocre. À bord, le neveu d'Ivan, exilé forcé, sert un Glock 19 acheté au bazar noir d'Almaty. Son GPS truqué le guide vers un point de rendez-vous. Extraction, 23h ans. Hélico Mi-8, pilote serbe. Mais au loin, des drones bourdonnent comme des frelons radioactifs, capteurs thermiques balayant la nuit. Il éteint son téléphone, allume une cigarette contrabandée de Géorgie, dernière bouffée libre avant le saut dans l'inconnu. Et à Berlin-Est, dans un café kitsch de Prenzlauer Berg où les touristes sirotent des bières artisanales, Maria atterrit enfin, faux passeport lituanien froissé dans son sac à dos. Elle commande un espresso, observe les miroirs sans teint, attendant le contact. Un Allemand de l'Est, cicatrice DDR sur la joue, qui glisse une clé USB sous la soucoupe. Les archives de la Stasi croisées avec vos wiretaps. Ivan est vivant. Camp 47, Norilsk. Mais ils savent que tu bouges. Tic-tac. Dehors, l'asprey coule paresseuse. Reflet des tours de verre qui surveillent tout. Du mur tombé aux algorithmes levés. L'ombre ne fond pas. Elle mute, s'étire en IA vorace, en caméra orbitale. Tic-tac. Boum.